Bonjour Florent, avec Hervétis. Bonjour. Quand et comment est venu chez vous l'attrait pour la chimie et la physique? Mon père m'avait offert pour Noël, donc à l'âge de 6 ans, une boîte de petits chimistes, hein. Et dedans, il y avait une expérience qui était absolument fascinante, que je continue à considérer comme absolument fascinante, qui est la chose suivante. Vous prenez des coquilles d'œufs. Donc dans la boîte, il y avait un petit réchaud à alcool, et puis il y avait un petit creuset en terre réfractaire. Donc on broyait la coquille d'œuf, on écrasait la coquille d'œuf, on la mettait dans ce machin, on chauffait. Alors, on ne sait pas, mais un petit réchaud à alcool, ça chauffe beaucoup. Et alors, on calcinait la coquille. La coquille, c'est du carbonate de calcium, hein, la coquille d'œuf, majoritairement. Donc on le calcinait, c'est-à-dire que la coquille se blanchissait un peu, mais pas beaucoup, et puis on avait une espèce elle gardait sa forme, mais en s'effritant un peu, hein. Alors là, on avait donc fait de la chaux vive, de l'oxyde de calcium. Et puis, à ce moment, on attendait que ça refroidisse, et là, on mettait une goutte d'eau par-dessus, et là, alors que c'était froid, on voyait... Donc, il se passait quelque chose. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'on avait transformé la chaux vive en chaux éteinte, c'est-à-dire l'oxyde de calcium en hydroxyde de calcium. Bon. Une fois qu'on avait fait ça, on prenait la poudre qu'on avait obtenue, et on la mettait dans un filtre à café, un petit filtre, voilà. Et on mettait de l'eau et on récupérait un verre d'eau claire. Bon. Et avec une paille, on soufflait, et à ce moment-là, ça se troublait. On attendait, le trouble, c'est-à-dire les particules blanches, sédimentaient, et on récupérait le carbonate. C'est-à-dire qu'on avait fait le cycle complet de transformation de la matière. Et je me vois encore le faire, parce que c'était tellement extraordinaire. D'abord, il se passait des choses. Quand même, souffler, même la dernière étape, simplement souffler dans un verre d'eau claire et voir que ça devient trouble, moi, je trouve ça mérite qu'on s'y intéresse. Et c'était le début. Alors après, j'ai distillé des violettes pour la fête des mères. Bon. Mais le moment, c'était vraiment un moment-là. Je trouve que tous les enfants devraient avoir cette expérience très petit, parce que c'est pas, je pense pas que ça soit moi seulement. Je pense que enfin, ça a été notamment l'idée de ce qu'on a appelé les ateliers expérimentaux du goût, c'est-à-dire dans les écoles primaires de commencer à faire de la chimie. On ne parle pas forcément de molécules, on ne fait pas d'équations, on a juste le premier abord à la science, c'est-à-dire la transformation, un phénomène, on regarde un phénomène, on dit tiens c'est bizarre quand même. Et à ce moment-là, peut-être que pour certains c'est lancé et qu'ils iront dans cette direction-là. Ça suscite la curiosité justement. Bah, tous Est-ce les qu'on faits. arrête d'apprendre dans la vie ou pas, selon vous? Oh, je crois que ça dépend des gens, mais enfin, Michel Eugène Chevreul, qui était le chimiste, professeur au muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, président de l'Académie des sciences 2 ou 3 fois. Donc c'est lui qui a découvert la structure chimique des graisses, hein. Mais Chevreul, il a vécu jusqu'à 102 ans, et à 102 ans, il disait « Je suis le doyen des étudiants de France », parce qu'il continue à étudier. Moi mon métier, je l'aime beaucoup parce que je suis en train d'apprendre toutes les secondes, hein, et quel que soit le champ, vous voyez, on parle de... Tout à l'heure, je vais prononcer le mot pédagogie, mais je m'arrête à pédagogie, je viens de prendre des notes. Pédagogie, il y a enseigner à des enfants. Quand je parle à des amis adultes, j'enseigne pas à des enfants. Quel serait le mot à utiliser? Alors, c'est pas de l'éducation, parce que l'éducation, c'est ex docere, sortir du chemin. Alors, vous voyez que la chimie, elle se fait avec conscience, en quelque sorte. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je peux pas penser qu'on puisse s'intéresser proprement à des phénomènes si on n'a pas d'abord des valeurs, c'est-à-dire des raisons de s'y intéresser. Les valeurs, c'est le socle indispensable. Et puis après, on ne peut pas cloisonner en disant, tiens, je vais faire juste ça. Il faut qu'on s'intéresse à une matière intellectuelle. Et mon métier est un métier d'intellectuel, pas de bonhomme en chemise grande ouverte sur un torse velu qui va se montrer à la télé, hein, c'est pas ça la question. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui aide les autres à réfléchir à des choses où ils n'ont pas fait attention. Moi, j'aime bien prendre cette image. Par exemple, vous mettez un rond rouge dans le ciel à 6 heures du soir, et il y a 7 milliards d'humains qui disent « Ah, c'est beau !» en regardant le soleil couchant. Pourquoi dit-on « c'est beau » quand il y a un rond rouge dans le ciel? C'est quand même bizarre. Alors, est-ce que c'est beau? Alors, est-ce que c'est
le singe qui est en nous, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'évolution qui nous dit de dire c'est beau? Est-ce que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a appris à dire c'est beau? J'aimerais bien comprendre ce genre de choses. Pourquoi est-ce que souvent, les Japonais parlent de bain de forêt. C'est-à-dire qu'on fait une promenade en forêt, ils appellent ça un bain de forêt. Et c'est vrai que souvent, pour beaucoup d'entre nous, aller en forêt, c'est sympa, on se sent mieux. Alors les gens disent des choses bizarres, ils disent je me vide la tête, je m'aère, ce qui est des baratins. Mais pourquoi est-ce que l'humanité tout entière, dans une forêt, elle est ravivée? Alors, est-ce que c'est parce que les primates préhumains, en quelque sorte, ont vécu dans les forêts et que c'était le moyen d'être protégés contre des prédateurs, de trouver des proies? Je ne sais pas, c'est intéressant comme question. Il me semble que c'est intéressant comme question. En tout cas, il y a toujours cette envie de transmettre, de partage de connaissances. On ne garde pas le savoir pour soi, on essaie de le diffuser et c'est en partage qu'on construit les réflexions. Oui, ça, vous mettez le doigt sur quelque chose de grave, parce que en vrai, moi, je suis un peu autiste, hein, c'est-à-dire, vous me mettez tout seul sur une île déserte, je m'ennuie pas, hein. Le week-end, je me mets dans mon fauteuil le samedi matin très tôt, vers 6 heures du matin, comme les jours de la semaine, et j'en sors très tard le dimanche soir, parce que c'est... mais comme je suis asocial, en quelque sorte, parce que je suis asocial, j'ai toujours été asocial, j'ai toujours fait mes équations, mes manips tout seul, je veux entendre parler de personne, ça ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse à rien, que ce qui m'intéresse. Comme je suis asocial, j'ai trouvé une façon sociale et politique de vivre, parce que j'ai une responsabilité quand même politique, enfin, et que je vois en termes de transmission, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont aidé et je dois aider les autres. Donc j'érige ça en règle absolue dans notre laboratoire et dans ma vie. Et une façon de faire, que j'ai copié sur Diderot. C'est pas Diderot qui a fait ça, mais Diderot m'a donné l'inspiration de cette affaire. Ça s'appelle la méthode du soliloque. Le soliloque, c'est quand les enfants parlent tout seuls. Vous voyez, vous prenez un enfant, vous le mettez tout jeune, vous le mettez avec un jeu de cubes. Alors, il va dire « Ah, je mets le cube jaune sur le cube bleu ». Il parle à haute voix. Ça s'appelle un soliloque. Hein. Et moi, j'érige cette méthode, cette façon de faire en méthode intellectuelle. C'est-à-dire, je dis, quand c'est difficile, je vais parler à haute voix. Donc, je dicte le matin mes billets de blog en marchant, ou je tape, ce qui est une façon de parler, et de dévider des pensées qui s'enchaînent, et qui s'enchaînent assez logiquement, parce qu'à ce moment-là, on est main. Et évidemment, ça fait des textes, ou ça fait des podcasts, ou ça fait ce que vous voulez, et ça fait un contenu intellectuel qu'ensuite on peut faire un petit ménage pour aller le transmettre. Alors, après, on peut le structurer. Par exemple, vous voyez mes cours qui sont des soliloques. Hein, je dis toujours aux étudiants, ben voilà, il y a à peu près 5 cases. Il y a information. Information, ça n'a aucun intérêt, c'est sur Internet, on va le trouver, donc ça va. Le fait que le blanc d'œuf soit 90% d'eau et 10% de protéines, on ne devient pas génial avec une idée comme ça. C'est utile de l'avoir de temps en temps, mais on ne devient pas génial. Alors après, il y a les notions et concepts. Alors ça, c'est plus précieux, parce que prenez le concept, par exemple, d'énergie. Voilà. L'énergie, c'est la base de la physique. Le concept d'énergie, il n'a pas toujours été connu. C'est au moment de la science et de la création de la science, c'est-à-dire vers Galilée à peu près, que le mot énergie est apparu. Et enfin, il est sous une forme qui est une forme scientifique moderne. Et en physique, chaque fois qu'on veut décrire un système, il faut penser en termes d'énergie. Donc, c'est une notion qui est utile pour penser. C'est un peu comme, je sais pas moi, un marteau pour un menuisier. Il en a besoin, voyez. Donc, il nous faut des outils. Et ces outils, on ne va pas réinventer la poudre, parce que sinon, on refait 10 siècles d'histoire. Donc, on a besoin d'apprendre des outils, ça certainement. Et puis ensuite, il y a méthode. Alors, méthode, moi j'insiste beaucoup sur les méthodes, parce que la méthode, c'est ce qui nous... En grec, méthode, c'est méthodon. Méthodon, ça veut dire chemin. Je propose de penser que quand vous avez une activité, il faut un objectif. L'objectif, c'est là où est-ce que vous voulez aller. S'il n'y a pas d'objectif, on n'y va pas.
C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous voulez aller à Colmar, vous n'arriverez jamais à Colmar. Vous arriverez peut-être à Londres ou à Dublin, mais vous ne serez pas à Colmar. Donc il nous faut un objectif. Il faut toujours un objectif. Enfin, non. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, il me faut toujours un objectif. Et quand j'ai l'objectif, à ce moment-là, je peux décider le chemin, c'est-à-dire la méthode. Donc, avoir une collection de méthodes qu'on transmet aux plus jeunes, je pense que c'est vraiment essentiel. Donc il y a la méthode, et puis ensuite, il y a les valeurs, parce que les valeurs, c'est le socle. Si j'ai pas de raison de faire de la science, j'en fais pas. Donc il faut Et les valeurs, c'est intéressant, parce que vous voyez, ici, on est dans une école d'ingénieurs, à comparé avec les écoles d'ingénieurs. Quelle est l'éthique de l'ingénieur? Est-ce qu'il y a des cours d'éthique de l'ingénieur? J'en ai pas vu beaucoup, hein. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça vaudrait le coup de réfléchir en disant, qu'est-ce que ça a comme conséquence d'aller faire produire, je sais pas, du textile en Inde? Bon, il faut se poser la question. Enfin, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je propose de poser la question. Et surtout sur des jeunes ingénieurs, on peut les aider à les comprendre que leur métier, c'est pas seulement d'exercer leur métier, c'est aussi de l'exercer d'une façon qui soit éthique. Bon. Et puis la dernière, c'est anecdote. Anecdote, c'est des petites blagues, enfin, ou c'est des blagues, pas forcément des blagues graveleuses, hein, c'est des petits sourires qui vont agrémenter. Parce que les valeurs, c'est sérieux quand même, hein, on rigole pas avec les valeurs. Les méthodes, c'est strict, les notions, les concepts, c'est là. Alors il nous faut quand même un peu sourire, parce que sinon, on s'ennuie. Enfin non, on s'ennuie pas, mais c'est plus sympa en souriant, quoi. Et justement, en souriant, pour le partage de connaissances, il y a les livres. Et votre dernier livre nous emmène en Alsace, le terroir à toutes les sauces. Oui, alors ça, comment c'est venu? Ça, c'est mon meilleur livre. C'est mon meilleur livre. Pourquoi? Alors, c'est venu de. Si, je sais pourquoi. Historiquement, ça s'est passé de façon suivante. Vous savez que quand vous êtes à table, d'abord, quand on dit c'est bon, en fait, ça veut rien dire, parce que si vous trouvez quelque chose bon et moi pas, c'est pas bon. Donc, le c'est bon, c'est déjà une sorte de façon de poser sa façon de vivre à table, de la poser par rapport aux autres. Alors, c'est pas idiot non plus, parce que ça suscite la discussion. Or, les êtres humains sont des êtres sociaux qui doivent être dans la discussion. Donc dire c'est bon alors que quelqu'un ne l'aime pas, c'est une provocation. Bon. Mais entre provocation et mauvaise foi, on y évite. C'est-à-dire, vous voyez, si je vous dis ah tiens, je prendrais bien un deuxième petit café, en fait, c'est assez de mauvaise foi, parce que deuxième, c'est pas second. Si c'était second, ça voudrait dire que vous en auriez pris deux. Mais deuxième, vous laissez la porte ouverte à un troisième. Hein. Voilà. Petit café. Le café, il n'est pas petit, c'est un café, quoi. Et donc, on est tout le temps dans cette espèce de façon d'enrober sa vie avec des choses qui ne sont pas vraiment de mauvaise foi, mais qui sont quand même un peu... Alors, initialement, j'avais un traité de la mauvaise foi. J'ai dans mon ordinateur un traité de la mauvaise foi. Et je me suis dit, tiens, ça y est, je vais en faire un livre. Mais un traité de la mauvaise foi, c'était tellement terrible. C'était de la dénonciation à toutes les pages, parce qu'on est de mauvaise foi. L'être humain, chaque fois qu'il parle, il est de mauvaise foi. Bon, vous voyez, à un moment, je m'amusais dans des conférences ou dans des dialogues avec des amis à dire, je m'évertue à faire telle chose. Quand je dis je m'évertue à faire telle chose, c'est dégueulasse de dire un truc comme ça, parce que ça dit, regardez comme je suis vertueux. Bon, je ne suis pas très vertueux, donc... alors, vous voyez, c'est le langage, ça. Alors, donc, il y avait ce traité. Alors, ce traité était insupportable, donc j'ai décidé de le transformer en roman d'amour, ce que j'ai fait. Donc, le traité de la mauvaise foi était devenu un roman d'amour. Tout allait bien. Tout allait bien, mais le livre, il était quand même un peu... La mauvaise foi, c'est la mauvaise foi, donc... je suis pas... C'était trop grinçant, c'était pas bien. Et puis mon père est mort à ce moment-là, et donc j'écrivais avec cette idée un peu triste, vous voyez. Bon, ça allait pas. Et puis le deuil se faisant, je me suis dit, on ressort du deuil, c'est-à-dire je me suis remis à chanter, je me suis remis à rire, et puis je me dis, mais moi je suis pas comme ça, moi je veux sourire toujours. Et alors j'ai repris le livre entièrement pour en faire un traité de la joie de vivre.
Et ce livre, Le terroir à toutes les sauces, c'est un traité de la joie de vivre. Mais pas un traité sous forme de traité aride. C'est un roman d'amour qui inclut le roman d'amour initial. Et on prend un peu de distance et de sourire sur cette mauvaise foi. Donc le livre est devenu une espèce de continuation de l'ami Fritz d'Hermann Chatrian. C'est-à-dire, dans l'ami Fritz, il y a un bonhomme qui mange et qui boit et qui est tout content d'être avec ses amis. Donc ça, c'est super, parce que je pense que c'est ça la vie qu'on peut souhaiter à tout le monde, mais un peu plus que simplement manger et boire, parce qu'on n'est pas des bêtes, quoi. Donc le livre est devenu un traité de la joie de vivre illustré, en quelque sorte. Et puis, finalement, comme il y avait quand même cette mauvaise foi, qui est quand même quelque chose d'amusant, si on ne le prend pas au sens de la mauvaise foi, j'ai mis des recettes de cuisine alsaciennes, mais pas des recettes de cuisine traditionnelles, des recettes de cuisine traditionnelles modernisées, ce qui est de la mauvaise foi. Et finalement, il fallait une colonne vertébrale pour faire tenir l'ensemble, parce que dans un livre, il faut que l'ensemble tienne debout. C'est-à-dire, moi je pense toujours une colonne vertébrale et on met la chair autour. Et cette colonne vertébrale, c'était une réflexion sur le terroir, parce que le terroir, c'est du vrai baratin, tout le monde dit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un terroir? Est-ce que c'est délimité géographiquement? Est-ce que c'est délimité historiquement? Est-ce que c'est délimité biologiquement, avec les micro-organismes qui vont faire un saucisson plutôt qu'un fromage, plutôt qu'une bière, etc. Donc il y a une réflexion qui structure, mais autour, il y a tout ce que je vous ai dit. Et donc voilà pourquoi ce livre, il est facile d'accès, il se lit normalement avec amusement. J'ai essayé d'y mettre le plus de sourire possible. Enfin, parfois, c'est des petites formules, des petites blagues. Je sais pas, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui dit être en tête-à-tête avec un pied de porc, c'est pas terrible. Bon. Alors, on n'aura pas le prix Nobel de littérature avec ça, mais ça contribue au bonheur de mes amis, et ça, c'est beaucoup. Et justement, on passe du livre au blog spécialisé, au compte Twitter. Est-ce qu'il faut s'adapter au support? Les blogs, vous voyez, moi j'arrive tous les matins, je pars, je me lève à 6 heures, j'arrive à Montparnasse, il est 6h30, c'est un moins le quart, et puis je traverse le Luxembourg, j'ai 25 minutes de marche. Et là j'ai mon dictaphone, mais en descendant du train, je me donne un thème, et ce thème, je le creuse par soliloque. Donc le soliloque, il est très vite transformé soit en podcast, soit en billet, parce que cette méthode du soliloque est une méthode qui est... En gros, la pensée, elle est obligatoirement structurée et déroulante. Alors après, on peut toujours les retravailler, bien évidemment, mais des billets de blog, ça doit pas... Enfin, ça doit pas, ça... Les billets de blog, il faut qu'ils soient... Alors, il n'y a pas de ça doit et on doit, il faut. Les billets de blog, j'ai l'impression que quand ils ont une espèce de vie, c'est agréable de l'autre côté. Parce que je le vois aussi sur d'autres blogueurs, quand c'est vivant. Et vivant, ça veut dire aussi que c'est pas point 1, point 2, point 3, il faut que ça soit structuré, parce que sinon on n'entend pas la musique en quelque sorte. Mais quand même, il y a ce côté vivant qui est important. Dans des podcasts, c'est pareil. Un podcast, ça peut être un petit billet ou un grand billet. Non, ce qui est surtout intéressant dans cette affaire, à mon avis, c'est cette réflexion d'Aristote qui disait, Aristote a dit, l'écriture, c'est la mort de la pensée. Alors, on retrouve... Et pourquoi il disait ça? Il disait parce que si on se met à écrire, d'abord, là, cette pensée qui est écrite, elle est figée, ça c'était le premier point, mais il disait aussi que écrire, ça force à penser d'une autre façon. Et lui, il voulait penser de façon libre. Alors, c'est tout à fait vrai. Par exemple, il y a un de mes livres qui s'appelle, c'est le cours de gastronomie moléculaire. Non, c'est mon histoire de cuisine. Mon histoire de cuisine, je l'ai écrit en le dictant dans ma voiture. Et c'était un grand bonheur parce que être obligé de penser à l'avance ce qu'on va dire, d'abord c'est très très formateur de point de vue intellectuel, et ensuite ça ouvre des portes intellectuelles et littéraires différentes. Moi je suis très soucieux de littérature, que ce soit dans un billet, dans le blog ou sur un compte Twitter. Il y a toujours cette question de la phrase et du mot et de la structure, parce que c'est difficile. Vous voyez, moi je me suis amusé à des conférences à faire comme Vladimir Prop. Vladimir Prop, c'était un folkloriste russe qui avait découvert que les contes populaires russes sont structurés en parenthèses emboîtées. C'est-à-dire que, vous voyez, donc, on commence
l'histoire, il y a un dragon qui dévaste le royaume. Donc, parenthèse ouvrante. Bon, à la fin, on sait que le dragon, il sera tué et qu'il dévastera plus loin. Donc, il y aura une parenthèse fermante. Donc, la parenthèse ouvrante, c'est déjà la promesse de plus tard, une parenthèse fermante. Ensuite, donc, le prince sort du château sur son cheval et il évite d'écraser une grenouille. Bah, la grenouille, ça sera une fée qui va lui donner une épée magique avec laquelle il va tuer le dragon. Alors, ce genre de littérature-là, qui est une littérature populaire, est très intéressante. Ce n'est pas la seule forme possible littéraire, mais c'est la forme des contes populaires russes, en tout cas. Dans Harry Potter, il y a ça tout le temps. Hein. On vous dit dans le tome 1 quelque chose, et puis dans le tome 7, ça va réapparaître. Et à ce moment-là, les gens se disent « Ah, mais c'est pour ça que... » Donc c'est vraiment une vieille ficelle littéraire. Bon. C'est pas la seule. Hein, donc je me suis amusé à faire des conférences où j'ouvrais des parenthèses comme ça. Et puis, alors, les gens étaient un peu perdus. Donc, je disais, mais au fait, je vais vous dire que... Et puis, ah oui, mais alors, ça me fait penser que... Et puis, à la fin, gling, 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 tout se refermait en succession. Alors, c'est un bonheur littéraire, ça, en quelque sorte. Ça, vous voyez, ça, quand on devient capable de le faire dans un podcast, dans un billet, je trouve que c'est beaucoup de bonheur parce que c'est aussi donner aux autres ils disent mais où est-ce qu'on va, et puis ils font confiance quand même, ils ont l'habitude, et puis à un moment mais voilà, et tout s'éclaire et c'est bien. Alors voilà la question des formes littéraires, c'est pas que ça soit de la littérature, c'est surtout une façon de penser parce que parler aux autres, c'est aussi se parler à soi-même. On n'oublie jamais ça. Or, le but de se parler à soi-même, c'est quand même de produire de la pensée, produire des idées. C'est pas et les mots, ils engendrent des idées. Alors derrière, il y a une grande discussion entre Lavoisier et Poincaré, dont je suis pas sorti indemne. Enfin, si vous voulez, je peux vous raconter. C'était il y a quelques années. Je fais tous les ans un cours public et gratuit, non diplômant, ça dure 2 ou 3 jours, sur un thème, qui est mon thème de travail de l'année. Bon. Et puis, ça se fait dans l'amphithéâtre qui est à AgroParisTech, là, et ce thème, c'était manger. Bon. Donc tout était prêt, tout était en place pour 3 jours où les gens viennent de la terre entière pour assister à ce séminaire. Bon. Et donc j'avais mis mon PowerPoint en ligne, et la première diapo, c'était justement sur cette phrase de Lavoisier. Donc Lavoisier, notre grand chimiste français, qui dit, alors il reprend Condillac, l'abbé Condillac, et en gros il dit, la science s'intéresse aux phénomènes, mais les phénomènes, on les pense. Vous voyez, par exemple, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, c'est un phénomène. Bon. Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu, il faut penser le ciel est bleu. Bon. Et il dit, et les pensées, on les exprime par des mots. Le ciel est bleu. Bon. Et Lavoisier de conclure, on ne pourra pas perfectionner la science si on ne perfectionne pas le langage, et inversement. Donc j'avais mis une diapo avec la tête de Lavoisier, 7 phrases écrites en gros, et c'était ma première diapo. Bon. Ou la deuxième. Et alors je descends dans l'amphithéâtre, donc il y a des gradins, et un copain m'arrête pour me dire bonjour, et il me dit, au fait, on discute un peu, j'étais en avance, il me dit, au fait, est-ce que tu es vraiment légitime pour parler de manger? Parce que c'est vrai, moi je m'intéresse à cuisiner, mais pas à manger. Donc pourquoi est-ce que je parlais de manger? Il y avait des raisons, hein. Et alors c'était vrai, et je ne sais pas pourquoi ça, je pensais à ça, et j'avais lu la veille un texte de Henri Poincaré, donc pas Raymond, hein, Henri le mathématicien, un mathématicien génial, et Poincaré a dit le contraire de Lavoisier, en quelque sorte. Il a dit, moi, les idées mathématiques naissent en moi, quand ils marchent, hein, ce qui est très intéressant, le fait de marcher. Et il dit, mais ma plus grande difficulté, c'est de mettre des mots sur les idées qui existent déjà. C'est pas d'engendrer des idées qui vont s'engendrer, c'est de. Donc, en réalité, derrière, il y a évidemment ces dialogues de Platon dans le tête-à-tête, où il y a des dialogues. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? Est-ce que c'est une façon de faire naître des idées? Et je suis j'ai commencé mon cours en disant, voilà, cette première diapo, j'y crois plus, parce que Poincaré était un homme honnête, et il a dit quelque chose de très différent, et je pense que c'était idiot, ce que j'ai fait depuis 20 ans. Alors, je balbutie devant mes auditeurs, parce qu'il y avait cette question qui n'était pas résolue. Et je crois que cette question, elle n'est pas résolue. C'est-à-dire, comment on va penser? Est-ce que c'est en enchaînant des mots comme le faisait Lavoisier, ou est-ce que c'est en marchant comme faisait Poincaré, et en sortant les mots très difficilement avec
les idées très difficilement avec des mots. C'est une question intéressante. Si on veut produire de la connaissance, eh ben, et alors vous voyez, dans ces cas-là, on sourit plus. C'est ça qui est terrible. Mais on essaie de trouver le côté positif et de trouver des solutions Ah bah, au lieu de développer les peurs. ça, Ça aide c'est- la gastronomie moléculaire pour cela? La cuisine note à note, est-ce que c'est Ah pas non, mais ça? attendez, là, vous avez prononcé deux mots qui n'ont rien à voir. Voilà. Il y a gastronomie moléculaire d'un côté et il y a cuisine note à note de l'autre. Alors, gastronomie, le mot est terrible parce que nous croyons assez généralement que la gastronomie, c'est la cuisine pour riches, ou la haute cuisine, ce qui n'est pas du tout vrai. Le mot gastronomie a été introduit en 1825 par Brillat, enfin, non, il a été introduit en 1801 par Joseph Berchoux, qui était un poète, mais en fait, le mot, il a été popularisé et défini en 1825 par Brillat-Savarin, qui était un juriste. Bon. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un juriste définisse des mots, parce que c'est leur question. Bon. Et la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Donc en fait, il n'y a pas de restaurant gastronomique, ça n'existe pas. Il y a des restaurants de haute cuisine, il y a des restaurants de luxe, il y a des restaurants de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de restaurant gastronomique. Alors, en revanche, si vous êtes historien, par exemple, et vous vous intéressez à l'histoire de la mayonnaise, vous faites de la gastronomie. Si vous êtes géographe et que vous vous intéressez à la répartition du cassoulet autour de Toulouse, vous êtes gastronome. Vous faites de la gastronomie géographique. Donc, la gastronomie moléculaire, c'est l'étude de la physico-chimie de la cuisine, pour dire simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Nous, ici, dans mon labo, il n'y a pas de casserole, on ne cuisine pas, on fait rien du tout de tout ça, on fait des équations et de l'analyse et de la chimie. Et on ne fait pas du tout de cuisine. Donc la gastronomie moléculaire n'a rien à voir avec la cuisine. Et à la limite, quand je dis la gastronomie moléculaire part de phénomènes de cuisine. Et prenez un exemple. Vous avez un steak qui brunit. Hein. Bon, s'il brunit, c'est un phénomène. Donc la science doit étudier les phénomènes. Mais en vrai, je m'en fiche que le steak brunisse en cuisine. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des protéines qui vont brunir. Pourquoi est-ce que des protéines brunissent? Je ne le sais toujours pas. Et donc, ça pourrait être n'importe quelle protéine, même des protéines poison. Peu importe que ça soit la cuisine, la gastronomie moléculaire veut faire des découvertes, mais elle se fonde sur des phénomènes de cuisine qui sont le prétexte à découvrir des choses nouvelles. Parce que personne n'a regardé la cuisine, donc si on regarde la cuisine, on peut faire des découvertes que les autres n'ont pas faites. Voilà la gastronomie moléculaire. Alors maintenant, vous avez parlé de cuisine note à note. Alors là, c'est de la cuisine, parce que vous n'oubliez pas que j'essaye d'utiliser les mots pour ce qu'ils veulent dire. Pour moi, un tournevis, c'est un tournevis, c'est pas un marteau. Hein. Et pour moi, un potage, c'est pas une soupe. Et pour moi, une rémoulade, c'est pas une mayonnaise. Et pour moi, un fumet, c'est pas une essence, etc., etc. Ce dont je fais des blogs pour expliquer en quoi c'est différent. Bon. Et donc la cuisine, note à note, donc c'est de la cuisine. Donc la cuisine, c'est une activité de production d'aliments. Bon. Alors maintenant, on peut produire des aliments à partir de viande, de poisson, de fruits et de légumes, mais on peut les produire aussi à partir d'eau, de cellulose, de glucose, d'acide aminé, de chlorophylle, voilà. Et ça, cette cuisine-là, qui est une cuisine de synthèse, comme la musique de synthèse, ben c'est ça la cuisine note à note. Et ça, on ne le fait pas ici. Ici, on ne fera pas de cuisine note à note. En revanche, je milite beaucoup dans le monde entier pour qu'on se préoccupe de l'alimentation du monde en 2050, parce qu'il y aura 10 milliards d'êtres humains sur la Terre. Moi, je serai mort, mais il faudra arriver à nourrir mes enfants et mes petits-enfants, et il faudra trouver un moyen. Je pense que la cuisine note à note est le moyen. Il n'y a pas beaucoup d'autres propositions actuellement. Et donc, il est important d'aller... Je crois que ça fait partie de mon travail de citoyen d'aller expliquer gentiment, en souriant, regardez, tiens, on peut faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont nutritives, des choses qui ne sont pas dangereuses, des choses qui enrichissent les agriculteurs, des choses qui changent la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de l'aliment et qui est complètement incohérente, pour arriver à faire mieux, pas moins bien. Ça me paraît vraiment important. Comment le nom cuisine note à note est né? Comment a-t-il été pensé? Ah, alors il a été pensé parce que, vous savez, dans le temps,
dans le temps, bon, en même temps que j'introduisais la gastronomie moléculaire, j'ai introduit la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'était une cuisine avec de nouveaux ustensiles. Bon. Et le monde a beaucoup confondu les deux, gastronomie moléculaire et cuisine moléculaire. Bon. Alors, initialement, le nom cuisine moléculaire n'existait pas. J'avais juste dit, tiens, il faudrait des ustensiles nouveaux pour faire la cuisine. Et quand Ferran Adria, Aston Blumenthal et d'autres grands chefs ont commencé à faire cette cuisine moderne, ils ont dit, je fais de la gastronomie moléculaire. Et je leur disais, non, tu ne fais pas de gastronomie moléculaire, puisque la gastronomie moléculaire, c'est dans un laboratoire. Toi, tu n'as pas un laboratoire, tu as une cuisine. Et en 1999, il y avait France 2, je crois, on était dans une école de cuisine avec Aston Blumenthal, donc ce chef anglais extraordinairement célèbre. Et Aston Blumenthal dit à la caméra, je fais de la gastronomie moléculaire. Alors je dis, non, tu ne fais pas de gastronomie moléculaire. Et tout d'un coup, l'inspiration me vient, je dis, tu fais de la cuisine moléculaire. Et c'était une vraie erreur, parce qu'il n'y avait pas de molécules dans l'affaire, c'était de la cuisine avec des ustensiles nouveaux. Bon, bref. Donc la cuisine moléculaire est aujourd'hui partout, parce qu'on vend des siphons chez Lidl, tout le monde a des fours basse température, donc ça c'est partout. Donc ça a très bien marché, ça marche très bien, au point qu'on n'en parle plus, c'est commun. Mais donc pour la cuisine note à note, qui est complètement autre chose, et qui devrait, elle, s'appeler cuisine moléculaire, mais peu importe, cette cuisine note à note, donc une cuisine de synthèse, je voulais pas mettre le mot cuisine de synthèse, et je voulais pas mettre un mot scientifique, parce que la cuisine, c'est pas de la science, la cuisine, c'est de la cuisine. Et j'ai fait un livre qui s'intitule La cuisine, c'est 1 de l'amour, 2 de l'art, 3 de la technique. Donc il fallait, puisque c'est de l'art, il fallait quelque chose de charmant. Or le parallèle entre la cuisine note à note et la musique de synthèse, il est très clair. Et vous voyez qu'il y a cuisine-musique. Dans les deux cas, c'est de l'art. Alors je me suis dit, mais dans le fond, au lieu de mettre toutes les notes ensemble comme dans un accord, dans la cuisine note à note, on met les composés les uns à la suite des autres. Donc c'est comme un arpège. Donc on fait note à note. Et ça tombait bien parce que c'était une dénomination qui faisait penser à de l'art, ce que c'est, qui donnait l'idée. On devrait l'appeler onde à onde, stricto sensu. Mais note à note, ça allait très bien. Bon. Et puis c'est trop tard, et puis je suis pas très responsable. Il me fallait un nom, j'ai donné un nom après. Mais en vrai, c'est de la cuisine de synthèse. Alors, mais vous voyez comme la musique de synthèse, vous pouvez appeler ça de la musique électroacoustique ou musique de synthèse. C'est pas très important. Ce qui compte surtout, c'est que aujourd'hui, dans toutes les radios du monde, on n'entend que ça. Hein. Donc le reste a vécu. On peut aller écouter du Mozart ou du Bach de temps en temps, mais en vrai, le monde, enfin, ouvrez vos postes de radio dans votre voiture, vous entendrez que de la musique de synthèse. Et même les chanteurs, ils ont une boîte à musique. Enfin, donc il y a ça tout le temps. Alors après, quelle dose on va faire? Est-ce qu'on va garder des carottes? Est-ce qu'on va pas garder des carottes? J'en sais rien. Ce que je dis, c'est que souvent en art, il n'y a pas d'éviction. Vous voyez, quand Mozart est apparu, ça n'a pas empêché d'écouter Bach. Quand Debussy est apparu, on a quand même écouté Mozart. Quand les Rolling Stones sont apparus, on a le droit d'écouter Debussy. Et ce qui est bien, justement, c'est qu'en art, on a tout, et on a toutes les époques en même temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que si je veux écouter du Bach, j'écoute du Bach. Si je veux écouter du Mozart, j'écoute du Mozart. Si je veux écouter Lady Gaga, j'ai jamais entendu Lady Gaga, mais je peux écouter Lady Gaga. Hein. On a le choix. Ce qui serait le pire, c'est de ne pas avoir le choix. Et en matière alimentaire, il y a des menaces sur avoir le choix ou pas. Parce que on est aujourd'hui 7 milliards, il y a 1 milliard qui meurt de faim. Si on est 10 milliards, ça fait beaucoup qui meurent de faim. Hein. Et on ne sait pas produire plus qu'on produit aujourd'hui. Donc il y aura un problème, il y aura un vrai problème. Donc la solution, elle a été identifiée par l'ensemble des académies du monde, c'est lutter contre le gaspillage. Et le gaspillage, si on lutte contre le gaspillage, on arrive presque obligatoirement à la cuisine note à note. Donc vous voyez, là je souris moins, parce qu'il y a un vrai enjeu international, social, politique, qui est terrible. Mais ayant posé les questions, après, on peut avoir retrouvé son optimisme de dire, bah tiens, on va pas faire moins bien, moins bon avec la cuisine note à note, on va faire meilleur. Hein. Et on propose des solutions. Il y a des recettes, une centaine d'inventions partagées sur le site de Pierre Gagnère, où sinon on peut même manger de la cuisine note à note dans des restaurants.
D'abord, on peut se la faire soi-même, parce que les recettes... vous savez, il y a les élèves en classe de première, ils ont ce qu'on appelle les TPE. Les TPE, Oui. ça veut dire travail personnel encadré. Bon. Je reçois 30 demandes de TPE par jour, et à chaque fois, c'est des jeunes des élèves de première qui se lancent sur qu'est-ce que c'est que la cuisine note à note, et ils font une manip, et c'est pas difficile. Donc, on peut le faire à la maison. Apparaissent des coffrets pour Noël. Il va y avoir des coffrets de cuisine note à note, mais il y a surtout, il y a deux scoops en quelque sorte. Enfin, il y a deux moments très importants qui viennent de se produire. Ça faisait des années que je voulais un restaurant entièrement note à note. Il vient de se créer, il est à Varsovie. Le monde entier va y aller. Ça va être un restaurant de haute cuisine, très cher, et tant mieux, parce que vous et moi, on n'aura pas les moyens d'y aller, hein, tellement ça sera cher. Mais ça veut dire que c'est le roi qui va manger. Et si le roi va manger, le peuple en veut. Donc ça, je reproduis la stratégie de Parmentier. Cette cuisine note à note, le peuple en veut pas. Moi non plus, hein, on n'en veut pas. On veut nos carottes, nos navets, notre coq au vin, notre pot au feu. Le peuple en veut pas. Donc c'est pas la peine de lui imposer. On dit non, 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 vous ne l'aurez pas. C'est simplement pour le roi. Et le roi mange de la pomme de terre, le peuple mange de la pomme de terre. Donc j'ai déjà fait cette stratégie une fois avec la cuisine moléculaire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça a marché. Hein. Bon, et j'ai pas touché un centime hein, sur cette affaire. Donc, et la cuisine note à note, je toucherai pas un centime non plus, mais je le donne au roi. Et là, par exemple, ce chef à Varsovie vient d'avoir 18,5 au Goemio. Il est le premier chef polonais, c'est le chef de l'année. Et en moins de 2 mois, sa clientèle qui était polonaise est devenue internationale. Les journalistes commencent à y aller les uns à la suite des autres. Donc c'est gagné. Bon, ça, c'était le premier point. Donc là, dans son restaurant, il n'y a plus de viande, plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons. Hein. Il n'y a que des composés, et avec ça, il fait la cuisine. Donc c'est vraiment un art nouveau qui naît. Et puis le deuxième événement qui est important, c'est je voulais qu'on trouve facilement les composés pour la cuisine note à note. Dans le temps, pour la cuisine moléculaire, par exemple, vous voyez là derrière vous, il y a un thermocirculateur. C'est un truc de laboratoire qui chauffe à une température contrôlée. Bon, c'est ce qui a permis de faire la cuisson basse température. Mais les chefs, ils avaient beaucoup de mal à trouver les thermocirculateurs. Alors, je leur donnais des adresses, et ils s'échangeaient des adresses. Il a fallu des gens qui en vendent aux cuisiniers. Ben, aujourd'hui, pour la cuisine note à note, j'ai réussi à faire qu'un étudiant de l'école de chimie de Paris, enfin un étudiant, il vient d'être diplômé, a créé une société, et maintenant, il vend des produits pour la cuisine note à note. Donc c'est gagné, maintenant, je peux mourir, le travail est fait. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il faut encore le promouvoir pas mal, mais ça vient de mieux en mieux, et ça, il y a eu... C'est 15 ans de boulot hein, pour y arriver. Hein. J'ai pas fini. Hein. Donc, ça a été 15 ans de boulot pour la cuisine moléculaire, c'est 15 ans de boulot pour la cuisine note à note. Il faut être à la forge avec le soufflet, et souffler, souffler, souffler. Vraiment inlassablement. Il partage les échanges avec Pierre Gagnère sur son site. Pierre, c'est mon ami. Mon ami, c'est un ami. Vous savez, c'est l'histoire de Montaigne et de la Boétie. C'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Bon, il y a une question d'amour, quoi, ou disons d'amitié, mais enfin bon, c'est mon ami. Alors, donc d'abord, donc il n'y a pas une collaboration, Ça se fait naturellement. En fait. oui, non mais l'idée c'est, on a fait un truc ensemble un jour en 99. On a fait un repas avec mes inventions qu'il avait transformées en cuisine. Et puis quand on a fini, on s'est dit, ah, c'est dommage, on s'amuse bien tous les deux. Donc, et comment on pourrait faire? Alors là, on s'est dit, ben voilà, on va faire un site. Et puis je vais te trouver une invention tous les mois. Et puis toi, tu la feras. Et puis c'est comme ça. Et ça fait donc 17 ans que je lui donne une invention par mois. Alors, c'est anodin, enfin non, c'est très important pour vivre. On a besoin d'amitié pour vivre. Donc, et puis Pierre, c'est une belle personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, je le connais par cœur, Pierre. Hein. Sauf que chaque discussion, il m'apprend, je découvre quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. J'appelle ça les belles personnes. Hein. Bon, et donc à moi d'être pareil pour lui. Ce qui est quand même difficile, il faut bosser pour un copain. Donc on n'est pas simplement à se retrouver autour d'une table, boire une bière. D'ailleurs, on n'a jamais bu de bière ensemble, je crois. On est là pour essayer de faire naître ensemble quelque chose. Alors ça a des tas de conséquences. La première, c'est que Pierre a des plats nouveaux dans ses restaurants du monde
tout le temps et il est en avance sur tous les autres. Mais il n'y a que lui qui est capable de faire ça aussi, hein, il faut bien le savoir. Mais une deuxième conséquence, c'est que on montre ainsi au monde que c'est en France que se fait la cuisine, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où il y a une invention qui est mise en cuisine tous les mois depuis 17 ans. Il n'y a pas d'endroit, c'est pas vrai, c'est pas en Espagne, c'est pas en Pologne, c'est pas en Italie, c'est ici. Bon. Et alors, une autre conséquence, c'est que comment est-ce que c'est possible de faire une invention par mois? Alors la réponse, c'est que c'est très facile à condition d'avoir des bases scientifiques. Et la science a des applications. Et ce que je veux montrer aussi, et ça c'est une idée très très politique, c'est que la science est si puissante en termes de possibilités technologiques que regardez le monde, il y a une invention tous les mois depuis 17 ans, parce qu'il y a de la science qui permet ça. Et ça c'est très important de faire comprendre aux contribuables. C'est-à-dire vous et moi qui payons nos impôts. Hein. On paye nos impôts et puis on se dit, ah ouais, mais enfin, est-ce que le CNRS c'est si important que ça? Est-ce que l'INRA, est-ce qu'il faut donner des sous à tous ces gens-là? Parce que c'est des impôts. Hein. Et bien moi je réponds, oui, regardez, c'est comme ça qu'on fait grandir la cuisine, c'est comme ça qu'on irrigue l'industrie et l'artisanat. Et donc c'est très important. Et moi, ça me prend du temps, cette affaire, hein, mais je le fais parce que je veux montrer qu'il faut qu'on donne la possibilité aux scientifiques d'être des espèces de doux rêveurs, mais pas des rêveurs paresseux, des rêveurs très actifs. Moi, j'étais ici au labo à 7h moins le quart, hein, et je serai ce soir, et puis je vais continuer. Donc, au tarif horaire, je suis payé largement moins que le SMIC. Hein. Donc, le contribuable, il en a pour son argent. Et là, je veux montrer que regardez, votre argent, il est bien dépensé. Hein. Alors, il y a des dysfonctionnements dans tous les systèmes, en sciences comme le reste, mais en vrai, non, parce que combien ça vaut, ces inventions? Et elles sont données au public. Hein. Donc ça, c'est très important. Cette collaboration avec Pierre, elle est très importante pour plein de raisons. Et j'en ai oublié d'autres. Mais Et en plus, on propose des solutions pour savoir comment on pourra manger demain. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est toujours ça le fil conducteur, oui, en restant positif, parce que sinon on peut voir le côté alarmiste en disant il y a du gaspillage alimentaire, il y a de plus en plus de personnes sur Terre, mais là on propose des solutions avec la psychologie. Alors, vous voyez, un truc amusant en science, je crois que la science est là pour poser des questions, parce qu'une question c'est la promesse d'une réponse. Moi j'ai des collègues, quelques-uns, pas beaucoup heureusement, qui sont malheureux, enfin qui disent notre métier est difficile, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, puisque sinon, on veut faire des découvertes, mais les découvertes, on ne les connaît pas. Donc en vrai, on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est très difficile, effectivement. Alors, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils disent, moi, je ne sais pas ce que je cherche, moi, je ne sais pas ce que je cherche. Et puis, moi, je dis, mais quel bonheur! C'est-à-dire que je vais être actif, et avec ça, je vais faire des découvertes en étant actif. Après, on peut être actif plus ou moins intelligemment. Donc à nous d'avoir une stratégie, c'est-à-dire une méthode. Et l'article que je suis en train de finir pour une revue scientifique les chimistes irlandais, c'est précisément un article sur les stratégies scientifiques. Je pense que c'est très important de pas être. On est intelligent, il nous faut une méthode. Et on sait l'objectif. L'objectif, c'est une découverte, mais on ne sait pas où elle est cette découverte. Elle est devant nous, quelque part. Alors, est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller au milieu? On n'en sait rien. Donc, il nous faut une stratégie. Et tous les 2 ans, il y a les International Workshops on Molecular and Physical Gastronomy. Pouvez-vous nous parler de Nicolas Curti avec qui vous avez travaillé? Ah oui, alors Nicolas Curti est un monsieur qui était né en 1908, donc il est mort en 98, à l'âge de 90 ans. Moi, je l'ai rencontré en 86. Alors, 1986, il avait donc 78 ans. Donc, il était beaucoup plus... Il avait 50 ans de plus que moi, hein. Mais le jour où je lui ai parlé au téléphone, on est devenus amis. C'est-à-dire qu'il était à Oxford, moi j'étais à Paris. On m'a donné son téléphone, je l'ai appelé, je ne le connaissais pas. Il faisait la même chose que moi, mais à Oxford, moi à Paris. Et on s'est parlé dans la minute. Il m'a dit, je viens à Paris la semaine prochaine te voir. Et il est venu la semaine prochaine me voir. Et on a été manger une poule au vin jaune et au mori rue Racine. Et on s'est aimé immédiatement parce qu'on faisait la même chose. Pas exactement, lui il était plus physicien, moi plus chimiste, mais on avait le même terrain de jeu et on s'amusait ensemble. Et c'était merveilleux. Nicolas était un bonhomme très intelligent, plein de gentillesse. Il avait sa place au soleil. C'était un grand physicien. Il a découvert
plein de choses, mais en particulier ce qu'on appelle la désaimantation adiabatique nucléaire, qui est une méthode de refroidissement. Il était recordman du froid à 1 millionième de Kelvin pendant des années. C'était un grand monsieur, enfin, il était tout petit, hein, mais c'était un juif hongrois émigré en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait participé à l'effort national de guerre contre les nazis. Enfin bref, c'était un bonhomme très intéressant. Et il avait une grande responsabilité politique et morale aussi. Donc on s'entendait parfaitement, c'était merveilleux. Alors un jour on s'est dit, mais il y en a peut-être d'autres comme nous qui seraient intéressés. Donc on s'est dit, on va créer des colloques internationaux, enfin des workshops, parce qu'on voulait en même temps que ça soit plus pratique. Et puis on a invité des gens, et en 92, il y a eu le premier. Je me souviens, le poster d'annonce, Carlo Rubbia, qui est prix Nobel de physique, l'avait mis derrière son bureau au CERN. Pierre-Gilles Degène, prix Nobel, est venu. Jean-Marie Laine, prix Nobel, est venu. Et c'était un moment merveilleux parce qu'on était avec des copains, on s'intéressait, on faisait de la science jour et nuit. Et on a continué et je continue à le faire. Nicolas est décédé. J'étais très triste pendant longtemps parce que c'était mon ami, quoi. et le pire, c'est le pire, enfin, le pire, je sais pas si c'est le pire. Mais enfin, il y avait quelque chose de terrible. Il y a un jour, j'ai voulu vérifier que les règles féminines ne font pas tourner les mayonnaises. Bon, alors, il était dit dans le temps, quand une femme a ses règles, la mayonnaise tourne. Bon. Donc, c'est évidemment pas vrai. Donc, j'ai voulu faire l'expérience pour. On peut toujours dire c'est pas vrai, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas de. Comme c'est une règle générale, j'ai dit, il suffit d'un contre-exemple, donc je vais faire une expérience, et puis ça sera réfuté. Donc j'ai trouvé une femme qui a accepté de montrer qu'elle avait ses règles. Alors, vous vous rendez compte, pour une expérience comme ça, c'était pas facile. Elle a fait la mayonnaise n'a pas tourné, donc j'ai réfuté ça. Bon. Et j'ai appelé Nicolas. En gros, on s'appelait 2 fois par jour. Je faisais une manip à Paris, une expérience à Paris. Je lui téléphonais en disant Nicolas, voilà le résultat. Et puis il la refaisait à Oxford et on confrontait. Hein. Donc on a fait ça pendant des années. Et alors je lui dis Nicolas, tiens, j'ai réfuté l'histoire des règles de la mayonnaise. Et puis il me dit mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas très utile. Bon, il était plus âgé que moi. Je le respectais quand même pour ses cheveux blancs, donc je laisse passer. Mais j'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas accepté cette idée-là. Je sais pas. Je pense que c'était très important de faire cette expérience. Bon, pas plus. Elle est faite, ça va. Mais il n'a jamais accepté cette expérience et je ne sais pas pourquoi. Et il est mort et j'aurai jamais la réponse. Alors, vous pourriez me dire, ouais, ben c'est merveilleux, vous avez une question sans réponse. Et c'est vrai, j'ai une question sans réponse. Mais il était tellement intelligent que j'ai perdu cette intelligence qui m'entourait. Vous voyez, on a quand même besoin de gens merveilleux. Vous voyez, par exemple, hier soir, j'ai fini mon article sur les stratégies scientifiques, le premier jet. Je l'ai envoyé à Jean-Marie Laine. Jean-Marie Laine est mon ami, il est en Afrique du Sud en ce moment pour une tournée de conférences. Je lui ai dit, Jean-Marie, tiens, voilà. Alors, j'ai cité Jean-Marie Laine dans mon article, c'est un prétexte, je lui ai dit, tiens, tu m'as donné 2-3 idées, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que j'ai bien rendu à César ce qui appartient à César? Alors, Jean-Marie m'a répondu pendant la nuit, donc j'ai un email de Jean-Marie Laine ce matin, César n'est pas possessif. Et alors, il y a un sourire, il est à l'autre bout du monde, mais c'est mon ami, et c'est merveilleux d'avoir des amis comme ça. Et c'est comme Pierre, il est à l'autre bout du monde, je ne sais pas où il est peut-être en Indonésie en ce moment, ou en Corée, je ne sais pas. Mais j'ai mon ami quelque part, et ça c'est bien, c'est agréable. Et puis c'est quand même des gens qui passent leur vie à réfléchir, à penser, à produire de la connaissance, de la beauté, de l'art, de l'intelligence. Quel bonheur, hein, quel bonheur. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir, pour 2018 et plus? La cuisine Notanote se développe. Non, elle va se développer, donc ça, c'est pas la peine de le souhaiter, puisque c'est gagné. Mais, je sais pas, sur les murs de mon bureau, il y a marqué nous sommes ce que nous faisons. C'est marqué en alsacien. Bon. Alors, quand les gens font des souhaits, je leur réponds oui, mais c'est à moi de les exaucer en quelque sorte. Donc vous pouvez me souhaiter tout ce que vous voulez, mais je vais le produire. C'est-à-dire,
Il y a eu un grand débat un jour au Liban avec le général des Maronites qui parlait de fierté. Je lui disais, mais vous savez, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que les découvertes que j'ai faites, c'est du passé, quoi, c'est pas très intéressant. Donc ce qui est intéressant, sont celles qui vont venir. Puis celles qui vont venir, elles vont venir puisque je suis actif. Donc je ne peux pas souhaiter plus grand bonheur que de faire les découvertes qui vont venir. Oh, je vais les avoir, donc on ne peut pas me souhaiter grand-chose. Je suis confus. Et ça embête tout mon entourage, parce que voilà, Noël approche. Qu'est-ce qu'ils vont me faire comme cadeau? J'ai besoin de rien. J'ai besoin de mettre en action les ressources de ma pensée pour arriver à avoir ces moments. Parce que quand même, le moment d'une découverte, c'est un immense bonheur. C'est moi qui vais le souhaiter aux autres. Ça. Je me souviens par exemple le jour où j'ai décuit un œuf. Vous voyez, on cuit un œuf, et puis je me demandais pourquoi ça cuit. Pourquoi est-ce qu'un liquide, qui est le blanc d'œuf, par exemple, qui est blanc et un peu jaune, vous le chauffez, ça devient blanc et opaque. C'est quand même miraculeux. Enfin, c'est aussi fort que transformer l'eau en vin. Et je ne suis pas en train de blasphémer, hein, je suis conscient de ce que je dis. Je ne me prends pas pour Jésus, mais tous à la maison, vous transformez, vous cuisez un blanc d'œuf, ça devient un solide alors que c'était un liquide. C'est quand même extraordinaire. Mais même, il y a des phénomènes plus simples. Vous avez un glaçon, vous le laissez dehors, ils font. Pourquoi ils font? Ça mérite d'ouvrir nos yeux d'enfant. Alors, ce jour-là, je voulais savoir pourquoi ça cuisait. Donc, j'avais une hypothèse qui était que, en gros, les protéines vont s'attacher par des forces de liaison particulières qu'on appelle les ponts disulfures. Donc je m'étais dit, si c'est vrai, je vais mettre un composé sur le blanc d'œuf qui coupe les ponts disulfures et ça devrait décuire. Et j'ai fait ça un matin, donc mon épouse se souvient encore, et j'ai fait ça un matin très tôt, puisque je me lève très tôt, et ça s'est décuit, et je suis allé la réveiller dans le lit en disant, ça a marché. Et quel bonheur! Et chaque fois qu'il y a eu comme ça, par exemple, un jour, lors d'un séminaire de Jean-Marie Laine, il y avait ce mot robustesse d'un procédé, et j'ai réussi à le quantifier. Pendant le séminaire, c'était tellement extraordinaire. Vous savez, on est inondé intérieurement d'une espèce de grande lumière, d'une grande chaleur. Hein, c'est vraiment un moment merveilleux. Et ça, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est ce moment où on arrive à faire... Mais c'est comme... vous voyez, on peut faire de façon plus modeste. Vous êtes en cuisine. Imaginez que dans votre famille, on n'ait jamais fait, par exemple, une crème chantilly. Il y a beaucoup de gens. Et un jour, vous y arrivez, ça se fait. On a l'impression d'avoir découvert l'Amérique. On a gagné quelque chose, on a acquis une compétence. Et ça, je trouve que reconnaître, apprendre, c'est bien. Avoir une compétence supplémentaire, je trouve que c'est encore mieux, quoi. Et c'est ça, par exemple, ici au laboratoire, on a des stagiaires. Les stages, pour les universités, les écoles, etc., ça veut dire transformer des connaissances en compétences. C'est très important d'avoir des compétences, être capable de reconnaître des compétences. Et le jour où on cherche du travail, on dit, ben voilà, moi, on dit à la personne qui vous reçoit une embauche, ben voilà, moi j'ai telle compétence, je sais le faire. Hein. Et donc c'est plutôt moi qui souhaite à tous d'avoir ces bonheurs inouïs qu'on a comme ça. Et quel que soit le chant, quand Pierre Gagnère fait un plat nouveau, il a ses mêmes bonheurs. Quand un musicien fait 3 notes qui s'enchaînent bien, il a un bonheur. Dans tous les métiers, je crois, un cordonnier qui taille bien une pièce, il y a cette question du soin. Vous voyez, ici, on est dans un laboratoire de sciences, mais on le fait comme une petite échoppe d'artisans, quoi. On est des artisans, des orfèvres, on est en train de ciseler notre machin pour le faire bien. Et faire bien, c'est un bonheur inouï. Donc voilà ce que je souhaite à tous mes amis. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez parler de l'Alsace? On est parti un peu partout dans le monde, mais on revient toujours aux sources, l'Alsace. Oui, alors, l'Alsace, c'est un fantasme. Bon. Alors, en vrai, je vous raconte l'histoire de l'Alsace en vrai, mais en vrai, il y avait les Alamans, qui étaient en gros des tribus alémaniques, hein, qui étaient en Alsace. Bon, tout allait bien. Bon, Jules César arrive avec les légions romaines.
ils essayent ils créent, ils conquièrent l'Alsace comme le reste, hein. Donc il y met des routes, il y met des tas de choses, mais enfin bon, ça restait quand même très alémanique. Les gens parlaient alémanique, hein, pas allemand, hein, alémanique. Bon. Et puis viennent les siècles de la christianisation, mais c'est toujours alémanique. Par exemple, dans mon village en Alsace, à Kensheim, il y a une chapelle Saint-Wolfgang. Wolfgang, c'était un évêque qui était à droite, là, dans l'Est. Bon. Et ça a toujours été alémanique. L'Alsace appartenait au duché de Bade, en quelque sorte, donc à l'Allemagne actuelle, mais pas n'importe quelle Allemagne, le duché de Bade. En vrai, l'Alsace, elle est quand même entre deux frontières naturelles qui sont la Forêt-Noire et les Vosges. Bon, c'est ça l'Alsace. Et des deux côtés du Rhin, hein. Par exemple, quand Erckmann, Chatrian et Chatrian écrivent l'ami Fritz, l'ami Fritz, c'est un personnage qui est sur la rive droite du Rhin, pas sur la rive gauche. Et c'est un Alsacien, hein. Donc l'Alsacien, c'est cette partie dans le fossé rhénan, donc, autour du Rhin, entre les Vosges d'un côté et la Forêt-Noire de l'autre. Bon. La Forêt-Noire est un peu plus escarpée que les Vosges, donc on pourrait penser que l'Alsace penche vers la France, mais ça c'est une interprétation qu'a faite Louis XIV. Et Louis XIV a dit « Ah, quel beau jardin !» Et en fait, il a zigouillé tout le monde et il s'est emparé du pays. Donc l'Alsace n'est pas française en vrai. En vrai. Elle a toujours été, dans l'histoire de mon village, ça a toujours été alémanique. Bon. Alors, depuis Louis XIV, elle est française, elle appartient à la France, mais pas sans difficulté, parce qu'il y a eu quand même 3 guerres mondiales pour l'Alsace. On n'oublie pas ce... Et aujourd'hui, quand on parle alsacien, on ne parle pas français. Et dans mon village, on ne parle pas français, on parle alsacien. Alors, est-ce que l'Alsace est française? Voilà une question compliquée. Peu importe. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une alerte incendie qu'il va falloir descendre. Alors, l'Alsace, oui, alors l'Alsace. Après l'alerte Alors, incendie. l'Alsace, c'est la chose... l'Alsace est une chose très importante parce que ça aide à vivre. Enfin, on est tous de quelque part, on est bien d'accord, hein. Bon. Mon père est alsacien et du côté de ma mère, ils sont plutôt des Vosges, mais c'est pas loin non plus. Mais l'Alsace, c'est quand même un très très beau pays. Enfin, sur mon fond d'écran, il y a une image de la vue de ma chambre. Et c'est vrai que je suis en exil à Paris, hein. Je suis vraiment en exil. Alors, heureusement, j'ai ce labo. Ce labo est une enclave dans mon exil, mais sinon, je suis en exil. Et alors, c'est pas tellement ça. Je pense qu'on pourrait aimer n'importe quel pays, que les Bretons aiment la Bretagne. Mais moi, il y a une espèce de fantasme qui est né du fait que, après la guerre, la maison de famille a été endommagée et mes grands-parents ont vendu cette maison dans un village c'est un petit village fortifié, médiéval, avec des maisons en colombage, vues sur les vignes. Bon. Et alors, ils ont vendu la maison. Et donc, toute ma jeunesse, on allait en Alsace en disant ah, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Alors, à 18 ans, je me suis fait tailler mon costume, j'ai appris l'alsacien, j'allais dans l'orchestre folklorique alsacien à Paris, et puis j'allais mes vacances en Alsace. Quand j'ai rencontré mon épouse, je l'ai emmenée en Alsace, je lui ai fait tailler un costume. Enfin, la chose extraordinaire, mais c'est idiosyncratique, le monde s'en fout, mais moi, ça me porte, ça fait partie de ces aides à vivre. Il y a 5 ans, le petit-fils de l'acheteur de la maison m'a dit « Monsieur Otis, je vous revends la maison ». Alors ça n'a pas été facile parce qu'il demandait des sommes faramineuses que je n'avais pas. Mais finalement, il me l'a vendue et j'ai réussi à l'acheter. Et j'ai racheté la maison de toute ma famille. C'est-à-dire que c'était plein de générations qui étaient dans cette maison. Et c'est une maison objectivement qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a 30 pièces, il y a un jardin avec un ruisseau pierré où coule l'eau des Vosges, où on met les bouteilles à rafraîchir. Enfin, c'est une maison inouïe. Alors c'est une maison, ces vieilles maisons en bois avec des parquets. Elle est sublime et dans un village extraordinaire. Mes copains, c'est des vignerons qui font un vin sublime possible, parce qu'il y a un grand cru qui s'appelle le Schlossberg qui est juste à côté. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, un de mes copains, Charles Blanc, qui fait ce vin très bon, ben, il est organiste. Et le soir, à 6h30, on va se retrouver à l'église, on joue flûte et orgue.
Et on a ces moments, c'est une très belle église, on a ces moments merveilleux. Alors, c'est très laborieux. Moi, je suis là-bas comme je suis ici. C'est-à-dire que je me lève tôt, je continue à travailler. Mais il y a les cloches de cette. C'est pas la vie parisienne. Moi, je suis pas parisien. J'ai besoin de. Puis il y a cette vue des vignes inouïes. Du côté de Colmar, il fait très beau très souvent. Hein. Et vraiment, et puis je suis chez moi, quoi. Je suis enfin chez moi. Alors, chez moi, ça veut dire que j'ai la possibilité. Vous voyez, il y a une sorte de socle. C'est comme vous savez, l'enfant. L'enfant qui sait qu'il a ses parents qui le surveillent et qui peut aller explorer le monde librement parce qu'il y a de la sécurité. L'Alsace, c'est une sorte de sécurité, c'est une sorte de socle qui porte et après on peut faire des choses. Et ben, alors, c'est intellectuel, c'est du fantasme, hein, le fantasme. Mais le fantasme nous aide à vivre aussi. Hein, alors je souhaite à chacun d'avoir son Alsace, c'est important. Enfin, bon, peut-être pas pour certains, j'en sais rien. C'est pour moi. Mais, mais vous voyez, je suis toujours essayé de pas. Ça a été un livre un jour. Il y avait eu une série d'entretiens avec mon amie Marie-Hélène Monchicourt. Elle disait on va faire ta biographie comme ça. Je me dis mais c'est pas très intéressant. Quelle est la généralité? Vous voyez, si je dis j'aime la choucroute, mais on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. Quel est l'intérêt que les gens sachent que j'aime la choucroute ou même y a pas ça n'a pas d'intérêt. Il y a un partage de connaissances. Oui, en quoi la choucroute a-t-elle le fait d'aimer la choucroute a-t-elle de l'intérêt? Vous voyez, à ce moment-là, parce que le Breton, il aime sa galette de sarrasin, le Toulousain, il aime son cassoulet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? C'est toujours une question. Enfin, quand il y a une phrase, un mot, vous voyez, si on dit il faut, ben, il faut. Pourquoi il faut? On doit, ben, on doit. Pourquoi est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est que. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité? Qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est que faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est que être quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Enfin, ça mérite d'y penser un peu. Hein. et puis quand on y pense et qu'on a en plus qu'on arrive à quelque chose d'autre, de nouveau, ça nous porte. Et puis ça s'enchaîne comme ça. Je sais pas, ça me paraît, ça m'amuse. Enfin, j'espère que ça amuse les autres aussi. Puis qu'on puisse partager cet émerveillement. Voilà. Non, c'est plutôt ça. Vous voyez, il y a cette question de passeur. Vous êtes dans un musée, il y a plein de tableaux de Rembrandt, de Picasso, de Vermeer, de machin. Vous passez, vous dites oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau. Et puis oh c'est beau, c'est l'animal qui parle. Puis tout d'un coup, il y a un copain qui vous dit ah oui mais t'as pas vu, regarde en bas à droite là il y a une petite coccinelle. Parce que tu comprends, dans les natures mortes du 18e, on mettait toujours un insecte, parce que l'insecte, ça nous rappelait, l'insecte et la décomposition, ça nous rappelle que nous sommes mortels, et à l'époque, comme c'était l'époque de la chrétienté, il y avait cette idée que, attendez, il faut se comporter en vue de la vie éternelle, par conséquent, on te le rappelle ici. C'est donc une relation entre le microcosme et le macrocosme. On ne regarde plus jamais le tableau de la même façon. On va chercher où il est l'insecte. Et ce qui est génial dans Gottlieb, par exemple, avec la rubrique à braque, c'est qu'il a mis cette petite coccinelle. C'était évidemment intelligent. Alors, il ne l'a pas mis pour la même fonction, mais on ne peut plus regarder un tableau pareil. Vous marchez sur un pont, il y a un copain qui vous dit « Ah ben, t'as pas vu ce boulon là? Il est très important parce que c'est lui qui fait tenir l'arche. Et alors, le pont, tu comprends ?» et vous ne pourrez plus passer sur le pont de la même façon. Vous regarderez le boulon. En disant, ah, ce boulon, qu'est-ce qu'il est intéressant. Hein. Ça, quand un ami vous montre quelque chose et tout d'un coup vous dites, ah ben oui, bien sûr, ça c'est bien, je trouve. Merci beaucoup pour cette interview, Avétis. Ah oui. Vive la connaissance, vive la chimie, vive le bonheur, vive la joie de vivre.